OK. Alors, ici, on va parler des composés ioniques binaires, c'est-à-dire les composés ioniques qui ont seulement deux atomes. Pas un total de deux atomes, mais deux éléments différents. OK? Et on va passer à travers les différentes propriétés des composés ioniques binaires, et puis on va discuter comment on peut les nommer. OK? Comment on peut nommer ces composés-là. Alors, les liaisons ioniques sont des liens ou des liaisons entre deux atomes qui résultent d'une force d'attraction entre les deux ions de charge opposée. Alors, on avait déjà discuté comment les atomes restent collés ensemble avec les forces opposées, les forces d'attraction opposées comme un aimant. Okay, tu as un atome, un ion qui est positivement chargé et un autre qui est négativement chargé et ils se sont collés ensemble avec les forces d'attraction. Okay? Dans le cas des composés ioniques, on va toujours avoir un métal et un non-métal. Ou plus précisément, un cation et un anion. Alors, quand on a un cation et un anion qui vont ensemble, ça nous donne un composé ionique qui est aussi une paire sur une gang d'électrons. Okay. Les composés ioniques se produisent parce que, ou puisque les métaux forment des ions positifs qui perdent des électrons. N'oublie pas que quand on parle des ions positivement chargés, c'est à cause d'une perte d'électrons. On perd quelque chose de négatif, ce qui rend l'ion positif. Et les non-métaux forment des ions négatifs. Okay, alors, on a un cation qui est formé par le métal et un anion qui est formé par le non-métal. OK, maintenant, on parle juste rapidement au sujet des composés ioniques en général. Alors, on a ce qui s'appelle le réseau cristallin des composés ioniques. OK, ça, c'est juste pour dire que les composés ioniques forment les cristaux. OK, la plupart, en tout cas, forment les cristaux. OK, et c'est un cristaux en 3 dimensions. Chaque type de ion est présent dans un rapport précis, maintenu par leur charge opposée. Alors, si vous regardez à côté, l'image qui est à côté, okay, tu vois qu'il y a le Cl qui est en vert et le Na qui est en gris. Le Cl, ça fait partie de la famille des halogènes et ça devient un anion. Le Na, c'est le sodium, ça fait partie des métaux alcalins, ça va former un cation. Et ce qui arrive, c'est que quand ces deux atomes se rencontrent, le Na, qui veut vraiment s'en débarrasser de son électron d'extra, donne son électron à le Cl. Et maintenant, le Na est positivement chargé et le Cl est négativement chargé. Et ce qui va arriver, c'est qu'ils se collent ensemble. Mais c'est pas seulement un Na et un Cl. Il y a beaucoup de ces atomes qui se collent d'une façon où ils sont tous entourés par les atomes, les ions, de la charge opposée. Et c'est comme ça qu'ils vont rester collés ensemble dans un énorme cristal. Okay? Et le composé de NaCl, le composé du seul, a la formule NaCl. Okay? Ça, c'est le nom ou la formule de cette composé, NaCl. Et cette formule nous dit c'est quoi le rapport qu'on a présent dans le cristal. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il y a comme plein de Cl et Na, mais le rapport, la proportion est toujours 1
un atome de Na pour chaque atome de Cl. Okay? Alors, dans les composés ioniques, la formule chimique nous donne le rapport 1 à 1 dans ce cas. La façon qu'on peut savoir combien d'atomes est présent, c'est avec ce qu'on appelle les souscrits, qui sont les petits chiffres en bas. OK, en bas. Mais n'écris pas ça, parce que ça, c'est la bonne formule. Mais si j'avais, par exemple, quelque chose qui a un souscrit, qu'on va voir dans quelques instants, ça indique que peut-être la proportion est différente. Peut-être pour chaque 2 Na, il y a un Cl. Ça, c'est pas le cas, mais ça pourrait être, okay? En théorie. Les propriétés des composés ioniques. Okay? Alors, les composés ioniques ont haut point de fusion. Et d'évolution. Okay? C'est à cause du fait que le réseau cristallin cette espèce d'avoir tous les différents ions qui sont tenus ensemble avec les forces d'attraction. Le réseau cristallin est fort, les liaisons dans le réseau cristallin sont fortes et ne peuvent pas bouger librement. Ils sont coincés assez fortement ensemble avec les forces d'attraction, alors ils ne sont pas libres à bouger, ce qui veut dire qu'on a besoin de vraiment augmenter la température pour qu'ils bougent essentiellement. Okay? Ils ont une haute solubilité, ce qui veut dire que ça dissout facilement dans l'eau. Okay? Et c'est à cause du fait que les molécules d'eau peuvent attirer les différents ions dans le réseau et les séparer. Alors, si tu regardes encore l'image, tu vas voir qu'il y a des molécules d'eau ici, alors à côté. Et le molécule d'eau, ce que tu n'as pas vraiment besoin de savoir en 9e année, mais ce qui va aider avec la compréhension, c'est que le molécule d'eau a une côté qui est plus positive que l'autre et un côté qui est plus négatif que l'autre. Alors, la côté qui est sur la côté de l'oxygène, okay, dans l'image, le rouge est l'oxygène. Alors, le côté qui est plutôt l'oxygène est négativement chargé et la côté qui est plutôt l'hydrogène est un peu positivement chargé. C'est pas aussi chargé que les ions. Okay? C'est ce qu'on appelle la polarité. Alors, il y a un côté qui est plutôt négatif et l'autre côté est plutôt positif. Mais à cause de cela, le côté qui est plutôt négatif peut attirer le Na et comme le tirer du réseau. Oui. OK, on continue. Les composés ioniques ont aussi une haute conductivité. En solution aqueuse. C'est-à-dire, quand ils sont dissous dans l'eau, ils conduisent bien l'électricité. OK? Et ça, c'est tout au sujet des propriétés des composés ioniques que vous avez besoin de savoir. Maintenant, on passe à les informations sur la notation ionique. On avait déjà discuté ça quand on avait discuté comment compter les protons, neutrons et les électrons. Mais la notation ionique contient le symbole de l'élément, comme dans le cas de Na, le symbole est Na, et un exposant qui indique la charge positive ou négative en haut et à la droite. OK? Alors, vous pouvez voir ici que tu as le Na et à côté, tu as l'exposant. S'il n'y a pas de valeur numérique présente avec la charge plus ou moins, on suppose que la valeur est égale à 1. Okay? S'il y a un chiffre, le chiffre va toujours avant le symbole de négative ou positive. Okay? Alors, dans le cas de O, 2 moins, c'est O, 2 moins, c'est pas O, moins 2. OK? OK, maintenant, comment est-ce qu'on nomme ces composés ioniques binaires? OK, et
je vais te dire comment les nommer en français et puis on va discuter comment c'est un peu différent en anglais. Ça semble être différent, mais c'est assez simple la traduction. OK? Alors, étape numéro 1, c'est d'indiquer le nom du non-métal, OK, qui est l'anion en premier. Alors, tu écris le nom du non-métal en premier, mais il faut faire quelque chose avec cette non-métal avant que tu continues. Tu enlèves la terminaison ou et tu remplaces avec ur. Okay? Il faut ajouter la terminaison ur. Alors, chlore devient chlorure. Okay? Alors, on enlève le E et on met ur. Ça, c'est étape numéro 1. Ensuite, étape numéro 2, c'est d'écrire 2. OK, facile cette étape. Chlorure 2. Et ensuite, tu indiques le nom du métal ou du cation. Et le nom reste le même. Alors, le sodium reste le sodium. OK, alors à côté, dans la boîte orange, vous avez un exemple. Na, qui est la formule chimique, NaCl, ça c'est la formule chimique du chlorure de sodium, devient chlorure de sodium. Alors, on prend l'anion, qui est le Cl, on écrit son nom, on ajoute la terminaison ur, ensuite on fait 2, et on ajoute le nom du métal sans changement. OK? En anglais, c'est plus ou moins la même chose, sauf on écrit de la façon opposée. OK? Alors, NaCl, en anglais, is sodium chloride. Okay, so the ending that you add in English is "-ide" instead of "-ur" en français. So you add the "-ide" to the anion, you get chloride, okay? But for English, you write the metal first, sodium, and then the non-metal second, chloride with the ending. Okay? Il existe quelques exceptions à la règle numéro 1 avec la terminaison de ur, et les voici. Essentiellement, les mots qui sont vraiment difficiles à dire avec une ur sont changés pour la plupart. Okay? Alors, oxygène, au lieu d'être oxygénure, ça devient oxyde. L'hydrogène, au lieu d'être l'hydrogénure, c'est hydrure, qui est peut-être pas aussi facile à dire. Okay? Azote, ça devient nitrure, comme nitrogène. Okay? Carbone, ça devient carbure. Et là, une façon que je m'en rappelle de ça, c'est qu'on brûle les hydrocarbures dans les voitures. Alors, ça va peut-être vous aider. Le soufre devient le sulfure. Okay? Et le phosphore devient le phosphure, pas le phosphorure. Okay? OK. Maintenant, on va juste passer quelques instants en discutant comment écrire les formules chimiques. Okay? C'est pas vraiment un dernier rappel. Ça, c'est si tu étais en 10e année, on aurait déjà parlé de comment faire les formules chimiques pour les composés ioniques binaires. Okay? Il y a 3 différentes méthodes. Je pense que vous allez aimer le plus méthode numéro 3. Mais pour comprendre pourquoi méthode numéro 3 fonctionne, il faut faire les 2 autres. Alors, la première méthode, et n'oublie pas ça, c'est comment tu vas déterminer le rapport que chaque atome est présent dans le réseau cristallin. Okay? Alors, si on prend, par exemple, le magnésium, okay, et l'oxygène, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait les diagrammes de Lewis pour chacun. Alors, les diagrammes de Lewis, n'oublie pas, sont le symbole avec les points qui indiquent les électrons de valence. C'est comme la dernière couche de votre diagramme de Bohr-Rutherford qui est sur les diagrammes de Lewis. Alors, le diagramme de Lewis pour magnésium, c'est Mg avec 2 points. Pour l'oxygène, c'est O avec 6 points. OK? Ce que je fais maintenant, c'est que n'oublie pas, dans un composé ionique, on parle vraiment d'un transfert d'électrons. Alors, on va
dessiner le transfert d'électrons. Alors, je prends mon électron d'ici et je le mets ici. Je prends mon électron d'ici et je le mets ici. Et je fais ça jusqu'au cas où les deux éléments, les deux atomes sont contents. Alors, dans ce cas, le magnésium a 2 électrons d'extra et l'oxygène veut avoir 2 électrons, veut recevoir 2 électrons. Alors, ça va très bien ensemble. Le rapport est 1 à 1. Okay? Donc, la formule chimique, et on écrit toujours le métal en premier, suivi par le non-métal. Alors, ça, c'est la formule chimique pour l'oxyde de magnésium. Il y a certaines fois, comme par exemple dans méthode 2, l'exemple de méthode 2 qui est Ca2 plus N3-, où ça peut devenir un peu compliqué. Alors, si j'essaie de faire le même système, okay, je fais mes dessins de Bohr-Rutherford pour chacun. L'azote a seulement 5 électrons de valence. Okay. Et maintenant, je tente de faire le transfert des électrons. Alors, je prends un électron de Ca et je le mets ici et un autre ici. Maintenant, le Ca est content, mais l'azote ne l'est pas. Donc, il faut que je dessine un autre Ca, okay, parce que dans la nature, sont tous partout les atomes. C'est pas que tu as seulement un de chaque. Tu as autant que tu as besoin. Et je fais, encore une fois, je dessine mon électron, mon transfert d'électrons qui va vers l'azote. Okay, maintenant, cet azote est content, mais le Ca a encore un électron d'extra. Alors, je dessine un deuxième atome d'azote. Je fais le transfert d'électrons. OK, maintenant, mon Ca est content, mais mon azote ne l'est pas. Je fais un autre dessin. Et maintenant, tous les deux sont contents. Je compte la quantité d'atomes que j'avais dessiné et ça me donne la formule chimique. Alors, j'écris toujours mon métal en premier. Ca, j'ai 3 atomes de Ca et j'ai 2 atomes d'azote. Alors, ça me donne la formule chimique de Ca3N2. Mais comme vous pouvez voir, peut-être cette méthode n'est pas vraiment évidente si tu as des grands nombres de chacun des atomes. Alors, on va passer à la méthode numéro 2. La méthode numéro 2, c'est que on utilise l'équilibration des charges, l'équilibre des charges pour déterminer combien de chaque atome on a besoin. Alors, les composés ioniques vont toujours avoir une charge nette de 0. Comme les atomes neutres ont une charge nette de 0, les composés ioniques vont être eux aussi 0. Ça veut dire qu'on doit être capable d'utiliser la quantité de charge sur le cation et équilibrer avec la quantité de charge qui est donnée par l'anion. Alors, si tu prends l'exemple ici avec Ca2+, et Na3-, okay, on pense comme dans le cas des fractions, comment est-ce qu'on est capable de faire fonctionner ces deux nombres ensemble? Si j'ai un 2+ et un 3-, comment est-ce que je peux arriver à un chiffre où ça serait égal? Alors, dans le cas ici, je dis, OK, peut-être si je multiplie mon 2+ par 3, ça me donne un 6+. Et ça, je suis capable d'utiliser avec le 3-. Si je multiplie mon 3- par 2, ça me fait 6-. Alors, le 2+ fois 3, ça me donne 6+. Et le 3- fois 2, ça me donne 6-. Donc, j'ai une charge nette de 0. Et tu utilises la quantité de fois que tu as multiplié pour indiquer la quantité d'atomes présents. Troisième méthode, et ce qui est le plus simple, c'est de faire le truc criss-cross. Mais le truc criss-cross est vraiment juste une raccourci et ça fonctionne à cause des deux autres exemples qu'on vient de faire. Les deux autres méthodes, ça c'est la raison pourquoi le criss-cross fonctionne. Alors, ce que tu peux faire, c'est dans le cas de Ca2+, N3-, tu ignores le symbole et tu fais descendre
la charge vers le bas et ça te donne la quantité d'atomes que tu as besoin pour cet élément. Même chose avec l'autre côté, tu ignores le symbole et tu fais descendre. Et le résultat, c'est Ca3N2 parce qu'on a descendu les charges pour avoir les souscrits qui indiquent la quantité d'atomes présents dans le réseau cristallin. Et ça va fonctionner. La dernière chose qu'il faut savoir à ce sujet de ça, et je pense que l'exemple avec le magnésium va bien démontrer ça, c'est que si tu fais le truc criss-cross, il faut que tu réduis, c'est comme les fractions, tu réduis la fraction. Alors, si tu vas avoir comme 2 et 4, tu réduis à 1 et 2. Mais dans le cas de magnésium et oxygène, okay, magnésium a une charge de 2 plus, oxygène a une charge de 2 moins. On descend les deux charges, okay, pour arriver à Mg2O2, mais ça, c'est pas la bonne réponse. Parce que il y a 2 en bas, en souscrit, et on veut que ça soit réduit. Donc, on divise les 2 par 2. Et ça nous donne MgO, qui est essentiellement Mg1O1, mais on n'écrit pas les 1.